Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut à tous, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui a regardé tous les films avec Jean-Claude Van Damme et qui a en parlé en épisodes courts. Vous écoutez l'épilogue, le dernier épisode ou presque, en attendant qu'il y ait d'autres sorties dans l'année qui suivra peut-être. Il y a des films en production ou des films qui sont en recherche de distributeurs, donc on verra ça à la toute fin de cet épisode. Je vous propose un épilogue qui me permettra de revenir sur ce podcast. Je vais vous faire un petit bilan. On va revenir sur le classement. Il y a des changements dans le classement que je voudrais revoir. En le relisant, il y a des places qui sont pas vraiment les bonnes. Enfin, en tout cas, il y a des films qui mériteraient d'être plus hauts, d'autres qui mériteraient d'être plus bas. Ça nous permettra de faire un bilan global de la carrière et de la filmographie de Jean-Claude Van Damme. On décernera des palmes. Le meilleur film, voilà, les classiques, les plaisirs coupables, là où Van Damme est le meilleur, là où les films sont les plus pénibles à regarder. Quel est le meilleur méchant ? Quel est le meilleur sidekick ? Un petit guide de visionnage, et puis on va aller voir tous les side projects, tous les petits trucs que je n'ai pas évoqués parce que Van Damme apparaît dans 30 000 projets, dans des clips vidéo, il a fait de la voix également, et puis on finira sur un petite revue de sa carrière et de Van Damme, qu'est-ce qu'il faut en penser, quel est son héritage, et puis on parlera bien sûr de l'actualité et des films qui pourraient sortir bientôt. Voilà, c'est le gros programme de cet épilogue, j'espère que ça vous plaira. On démarre. Alors faisons un petit bilan du podcast. Donc j'ai produit 53 épisodes pour 51 films vus. J'ai vu plus de 15 heures de visionnage en 2 ans de films avec Van Damme. Nous avons eu environ 500 auditeurs réguliers. Ce qui est très bien pour un podcast qui n'a pas eu de marketing particulier, qui n'a pas été appuyé plus que ça. C'était mon souhait de rester un peu dans le plaisir. Les épisodes les plus écoutés, sans trop de suspense, c'est Bloodsport en premier, suivi de Piège à Hong Kong, qui était le premier épisode du podcast, donc c'est peut-être aussi pour ça, c'est une porte d'entrée pour beaucoup. Et puis Full Contact en numéro 3, qui est le deuxième épisode, et beaucoup plus loin, on a l'épisode 5, Kickboxer, donc ça reste les classiques de Van Damme qui sont devant, mais le 5e épisode, c'est le plus écouté, c'est Karate Tiger, le tigre rouge, et ça c'était assez étonnant, épisode numéro 52, c'était le dernier film que j'avais regardé pour le podcast. Dans les flops, les épisodes les moins écoutés, les moins suivis, on a Sinav en 49, un film turc qui n'est pas forcément pour l'audience classique de Van Damme. On a également Kickboxer, l'héritage, épisode 48. Ça correspond à une vague un peu creuse du podcast, alors peut-être que c'était l'été aussi. Ensuite on a Dragon Eyes, et enfin en 5e, moins écouté, ça c'est une surprise pour moi, Expendables 2, qui est un des meilleurs films des années 2010 de Van Damme, si ce n'est la meilleure prestation. Qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui était top sur ce podcast, c'était la technique et la façon aussi de créer de la production, en fait, la façon de créer les épisodes. Moi je regardais les films en prenant des notes et en notant des chronos, j'essayais de pas trop me laisser distraire et de rester vraiment dans le film pour profiter au maximum. Ça c'est un des écueils quand on fait de la critique ou quand on décortique des films, c'est d'être très analytique, très technique. Moi j'essayais d'être le moins possible. Je faisais des pauses parfois quand je voyais que je sortais du film pour vraiment rester le plus possible dans le film, en profiter et avoir plus un ressenti de feeling et émotionnel plus que technique. Voilà. Ensuite, une fois que j'avais les chronos des extraits, je les enregistrais. J'utilisais le pilote Direct Sound sous Windows, directement sous Audacity pour enregistrer les extraits. Sur les premiers épisodes, je les enregistrais directement sur ma télé avec un enregistreur sur mon téléphone. La qualité, elle était un peu pourrie. Donc j'ai changé ça pour la suite, où je regardais parfois sur ma télé, mais je reprenais les chronos et j'enregistrais les extraits après, depuis mon ordinateur directement. Ensuite, l'écriture, alors il y a eu quelques épisodes qui étaient plus écrits que d'autres, où j'avais des envies de poser des mots, des phrases, donc ça se sent, je pense, un petit peu dans l'épisode, mais globalement j'ai essayé d'improviser, donc on peut dire que j'étais sur une sorte d'improvisation guidée,
et parfois j'avais une écriture intégrale des paragraphes. C'est ce que je fais en ce moment, là j'ai des notes, et j'improvise sur mes notes. Donc je pense que ça permet d'avoir une certaine fluidité, un naturel. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, sur la maturité des derniers épisodes, c'est cette technique-là que je retiens. Ensuite, la capture, en général, j'enregistre mes épisodes en une prise, peut-être 2, 3 maximum. Et puis, je reprends, je fais des petits patchs, mais ça va rarement au-delà de ça, et je vais directement au montage, et en général, avec le nettoyage du son, le montage, et puis le fait d'apposer les jingles que j'ai créés au début de la production de ce podcast, plus les extraits, il me faut environ 45 minutes pour monter un épisode, en sachant que j'héberge sur archive.net, et que je suis donc propulsé par PodCloud, ce qui me permet d'avoir une production totalement et un hébergement totalement gratuit. Et puis pour le format de podcast que j'ai, un débit assez correct. J'espère que vous n'êtes pas trop plein. En tout cas, c'est des épisodes de 15-20 minutes, donc en général, ce n'est pas trop long à télécharger. Enfin, parler du projet lui-même, je faisais un podcast qui s'appelait le Ciné Club avec mes cousins. Ça a duré que 5 épisodes, c'est des épisodes fantastiques. Je vous mettrai le lien, fantastique pour moi, et je pense que ça reste très sympa à écouter. On était très, très complet sur des films très variés. Le Quai des Orfèvres de Clouzot, King Kong de 1933. Voilà, il y a 5 épisodes seulement. Mais on a eu du mal à se rassembler, on a des vies, on vit un peu loin les uns des autres, c'était compliqué de se retrouver, et donc ce ciné-club est en pause perpétuelle depuis donc 2 ans, et comme j'avais une frustration, et puis l'envie de produire quelque chose rapidement, et peut-être moins lourd à produire, je me suis lancé là-dedans en constatant que je n'avais pas vu beaucoup de films de Van Damme, qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre, alors que c'était en fait un personnage qui me fascinait, qui me parlait, moi qui faisais de l'art martial, et le peu que j'avais vu, ça me plaisait. Et puis il y avait cette potentielle ouverture au cinéma hongkongais et au cinéma bis qui me plaisait beaucoup. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de mieux comprendre l'industrie du film d'action des années 80-90. Il y a une vraie porosité avec le cinéma bis, le cinéma hongkongais. Je pense que je comprends mieux aussi la personnalité de Jean-Claude Van Damme, qui est quand même pas si simple à comprendre, et puis qui a eu des évolutions au fil des années. Je pense que quand on comprend sa personnalité un peu double, on comprend qu'il puisse aller d'un extrême à l'autre, et puis de faire des choix radicaux. Donc ça explique aussi sa carrière et sa chute, et puis son statut actuel. Bon, j'attendais rien de ce podcast. Pour moi, je le faisais pour moi-même, puis pour les quelques passionnés de Jean-Claude qui auraient pu me suivre. J'avais aucun plan marketing, comme je l'ai dit. J'ai compris que les relais sur les réseaux sociaux, rapidement, ceux de l'acteur, avec pas mal de fidèles, faisaient un peu de bien à mon audience, mais je savais que je me limitais à une niche fidèle et limitée, et c'est parfait, c'est ce pourquoi je fais cette production. Moi, j'ai pas mal appris techniquement, ça m'a permis de construire cette usine à podcast et d'avoir des réflexes de montage, des choses, des vraies compétences de montage, je dirais même, et d'utiliser des plugins de façon assez efficace. Voilà, j'ai plutôt appris techniquement, j'ai pris du plaisir à voir ces films, globalement. C'est ça qui est fou. J'en reparlais, mais il n'y a pas de films, il y a peu de films, il y en a eu, qui étaient vraiment des purges à regarder, où je me suis vraiment embêté. Donc pour moi, c'est une grande fierté d'être allé au bout de ce projet. Le bilan, il est quand même très positif. Pour moi, c'était quelqu'un de très vulnérable. Un aspect que vous ne retrouvez pas chez Arnold ou Sylvester. Il aurait pu aller très loin en tant qu'acteur. Reste au chapitre de la comparaison le niveau de notoriété. Il n'était pas très loin du niveau de Stallone et de Schwarzenegger dans des films comme Time Cop, mais c'est la consommation de drogue qui l'a entraîné dans sa chute. La drogue. Quand on a tout, on a fait le tour du monde, quand on a fait les hôtels, on est la prima donna du penthouse. De chaque hôtel dans chaque monde entier, les voyages. On veut quelque chose de supplémentaire. Et à cause d'une femme, parce que c'est l'amour, j'ai essayé quelque chose. Je suis tombé dedans. Van Damme, la bête, le tigre de la cage, l'homme Bloodsport, est tombé dedans. Deuxième partie de cet épilogue, nous allons revoir la position de certains films qui doivent être classés, et nous allons partir du top du classement, de tout en haut, et réhabiliter des films, et nous allons commencer par Répliquant.
Ouais, Répliquant de Ringo Lam, qui est un vrai bon film, super équilibré, avec de très bonnes scènes d'action. Je pense à la scène de fin, qui est excellente, et un duo qui marche parfaitement. Jean-Claude Van Damme très investi, on est en 2001, et c'est le début d'une période difficile pour lui, et c'est un film qui est vraiment au-dessus de l'eau sur cette période. Je l'avais classé initialement 12e, et j'ai mis en note assez rapidement à mettre au-dessus de Double Impact à tout prix. Donc je le reclasse 8e, voilà, il gagne 4 places, Répliquant. Ensuite, je vais réhabiliter, et ça vous l'attendez tous, je vais réhabiliter Piège à Hong Kong. J'ai noté aussi au-dessus de Double Impact. Bah ouais, Double Impact, il était peut-être à sa place, initialement, mais Piège à Hong Kong, j'ai été quand même très très sévère sur lui. Il était initialement 21e, c'est une place indigne pour ce film que je reclasse du coup 9e, juste en dessous de Répliquant. Alors, pourquoi je le réhabilite ? Parce que oui, c'est un film qui est très con et très inégal dans la qualité de sa mise en scène, mais c'est très Ringo Lam ça. C'est-à-dire que on a globalement des scènes de comédie assez indignes, voire assez nulles, un scénario qui n'a aucun intérêt. Et au milieu de tout ça, on a 3-4 grandes scènes d'action. Le film est construit autour de ces scènes vraiment pivots, qui sont complètement dingues. J'ajouterai à ça quand même que la comédie, même si c'est filmé comme un téléfilm, la comédie elle est quand même fun, assez dynamique. Et Jean-Claude, il est à la fois au top physiquement, enfin dans les scènes d'action, il est très très bien, et dans le creux de la vague sur le reste. Et puis il y a cette petite musique du début de Sam Roy que Van Damme chante dans la voiture. Il y a cette course poursuite en pouce-pouce, cette espèce de course au début du film où il se fait flageller par des anguilles. Enfin, il y a tout un tas de trucs super cultes dans ce film qui ne peut décemment pas être à la 21e place. J'ai reçu des messages sur ce classement de Piège à Hong Kong. Pour beaucoup, il est premier ou il est dans le top 5. Moi, je le mets pas dans le top 5 quand même, mais c'est clairement pas un film qui doit être à la 21e place. 9e, Piège à Hong Kong, réhabilitation. Et le troisième film du top classement, du top 14, on va dire, c'est Risque Maximum. Risque Maximum, il perd 3 places. Alors lui, il reste dans le top 14, mais il va perdre 3 places. Et il se fait passer devant par Universal Soldier le jour du jugement. On va en parler un peu plus tard, mais l'Universal Soldier le jour du jugement, qui gagne une place, du coup, qui lui passe devant, que je trouve plus couillu, plus virtuose. Il se fait passer aussi devant par Jean-Claude Van Johnson, qui est une série de comédie qui est vraiment réussie. Bah oui, Risque Maximum, pour moi, il souffre d'un côté très très classique, très très lisse, et qu'on finit par un peu oublier dans sa filmographie et dans cette période qui est quand même où il y a des films bien plus importants. Dans la seconde moitié des années 70, si Jean-Claude fugue du côté de la danse, il n'oublie jamais de revenir aux arts martiaux, qu'il s'agisse de karaté ou de full contact. Il s'est façonné comme il a voulu. Il s'est étoffé, s'est élargi, il a eu ce maintien, et puis cette musculature, c'est une sculpture vivante, quoi. Il faut savoir qu'avoir beaucoup de souplesse et avoir une musculature impressionnante, ça ne concorde pas. Parce que d'un côté, vous raccourcissez les muscles et de l'autre côté, il faut les allonger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se font opérer pour avoir une souplesse. Jean-Claude, c'était que de l'entraînement. C'est ça qui était incroyable. On arrive dans la partie bien du classement. C'est les bons films qui sont entre la 15e et la 21e place, souvent dans la fin des années 90. Je vais faire perdre 6 places à Lucas de 2008, qui est un bon film et qui était vraiment un peu trop haut, pas vraiment les épaules pour un top 10, Lucas. Film surprenant, réussi, mais assez limité dans ses enjeux et aussi assez lisse, donc lui passe devant les deux Universal Soldier, les 3 et 4, pas le deuxième, ni le premier d'ailleurs, et Jean-Claude Van Johnson qui lui passe devant. J'ai également ajouté 7 places à Cavale sans issue, qui était 16e initialement, et qui était 23e, pardon, et qui passe 16e, qui est quand même une place plus digne de son rang. Pour moi, le film le plus sensuel de la filmo de Jean-Claude Van Damme, où il y a un peu d'érotisme, un peu d'érotisme soft, merci Rosanna Arquette, et une ambiance assez réussie pour un film complètement oubliable, mais je trouve qu'il était quand même pas assez haut dans le classement. Enfin, les places 22 à 30, qui sont les films OK, années 2000 à 2010 souvent. J'ai fait perdre 3 places à Expendables 2, qui arrive donc 22e, qui était 19e, qui était un petit peu trop haut.
J'ai fait gagner 7 places à Universal Soldier, le premier, un peu comme Piège à Hong Kong, c'est un film que j'aime pas trop, mais qui a un statut culte, et parce qu'il y a de bonnes raisons, en fait, il y a des bonnes scènes dedans. C'est un film inconsistant, mais il y a quand même une bonne poignée, je vais pas dire dizaine, mais une bonne poignée de scènes vraiment, vraiment très cool. Donc il finit 26e, et surtout, j'avais mis une petite note, au-dessus de Cyborg. Bah ouais, pour moi, Universal Soldier devait être au-dessus de Cyborg. Cyborg, lui, il va dégringoler. On va en parler tout de suite parce que là on arrive dans les films très bof, donc dans le classement de 31e à 41e. Il y en a un peu dans toutes les époques sur ces films très bof. Inferno gagne 5 places, il arrive 33e, Inferno. Il était trop bas. Il passe devant Cyborg et Six Bullets. Cyborg, lui, dont je viens de parler, perd 4 places. Il arrive 34e. Il était trop haut. Il est original, mais c'est vraiment bricolé, vraiment foireux. De toute façon, tout ce qu'il en reste, c'est plutôt les mêmes des Inconnus, avec les bruitages, et puis les yeux exorbités, et puis cette espèce d'ambiance Mad Max un peu bricolée. C'est attendrissant, mais c'est pas bien, c'est pas très bien. Donc il perd 4 places, le Cyborg. Dragon Eyes de Peter Hyams, le papa, gagne 4 places, 37e. Welcome to the Jungle, je l'ai réhabilité. Je lui ai mis plus 7 points, il arrive 38e. Pour moi, c'est une comédie bis nulle, mais plutôt réjouissante, et on s'ennuie pas. On se moque un petit peu du film, c'est plutôt dans la catégorie presque nanar, mais du coup, il est plus agréable à regarder que beaucoup de choses qui sont du coup passées derrière. Dans les films mauvais, 42, 49e, j'ai fait perdre 9 places à Point d'Impact, le film avec le train, qui a pas grand chose pour lui, qui arrive à la 47e place. Et dans les très mauvais, 50-51e place, pas de changement, étant donné que Blackwater et UFO sont tellement mauvais qu'il fallait pas 30 visionnages pour les caler tout en bas, et vous conseillez de ne pas les regarder. C'est le moment de décerner quelques palmes. Alors il y a le top découverte, c'est les films que je n'avais jamais vus, et qui sont vraiment intéressants dans la filmo de Van Damme. Alors, dans les classiques que j'avais pas vus, Chasse à l'homme, qui est mon numéro 1, qui est mon film préféré de Van Damme, de John Woo, qui est pas parfait, mais qui est super, super chouette, super réjouissant. Ça, c'est vraiment une grosse découverte pour moi. Je vais mettre aussi Bloodsport, Time Cop, qui est vraiment solide, le film, encore un film de Peter Hyams, Répliquant, qui est pour moi un des meilleurs films de Van Damme, réalisé par un des Hongkongais, mais Ringo Lam, on va en reparler tout à l'heure, Ringo Lam, Van Damme, c'est une paire qui a marché dans cette carrière. JCVD, que j'avais pas vu, qui est un très bon film. Double Team, que j'avais pas vu, et qui me semblait surtout être un film extrêmement mauvais, et qui avait une très mauvaise presse, en fait, est super fun à regarder. Mort subite, je l'avais vu étant jeune, mais en fait c'est un bon Die Hard-like, ça marche bien, toujours Peter Hyams. Et puis Full Contact, je l'avais pas vu, c'est un classique, c'est pas un classique pour rien, ça fait un peu remake, mais des films qu'il a fait auparavant, mais il y a des petites évolutions, c'est plutôt bien réalisé, il y a de la bonne bagarre, c'est pas un classique pour rien, ça représente parfaitement son époque. Dans les films underground, donc qui sont pas des classiques, et que j'avais pas vu, qu'il faut absolument voir, alors tout d'abord, les 2 Universal Soldier de John Hyams, Regeneration et Le Jour du Jugement, Day of Reckoning. Ouais, c'est ces 2 super films. J'ai vu The Raid, qui est censé être un peu l'inspiration de cette nouvelle fournée de films. Je préfère largement l'Universal Soldier à The Raid. Je trouve qu'il y a plus d'émotion, il y a plus d'impact. Martialement, c'est plus intéressant, c'est plus épique. Moi, j'aime beaucoup les 2 Universal Soldier de John Hyams, avec tous les défauts qu'ils ont, qui sont complètement fauchés et qui sont complètement bis. Ça donne la part belle à ces artistes martiaux, et notamment à Scott Adkins, qui se fait plaisir dans les 2 films. Dans les films underground aussi, je vais habiliter Lucas, que je trouve être un joli film, bien réussi, avec un petit budget. In Hell aussi, le Ringo Lam, que je trouve vraiment bien. Pareil, pas trop d'ambition, mais réussi. Sinav, qui est pour moi, j'étais prêt à le classer dans les bas-fonds en me disant que c'était nul. En fait, c'était sympa, c'est une comédie turque sur le système éducatif. Intéressant, en tout cas, à défaut d'être un film d'action ou une comédie, c'était pas mal. Until Death, Jusqu'à la mort, j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant dans les films underground. Et Enemy's Closer, le dernier Peter Hyams, où Van Damme joue le méchant complètement timbré. C'est pas très très bien, mais juste pour l'interprétation de Van Damme, ça vaut le coup de voir ce film. Enfin, dans les plaisirs coupables, c'est-à-dire les films qui sont nuls, enfin,
réellement pas de très bons films, mais qui sont vraiment des plaisirs coupables. Je prends plaisir à regarder et à défendre. Il y a The Quest. Moi j'aime bien The Quest. C'est le film de Van Damme, il y a Roger Moore, il y a un scénario débile, il y a des bonnes bagarres, il y a de l'épique, on voit des décors, c'est bien réalisé, plutôt bien réalisé. C'est un film qu'un gamin de 12 ans aurait pu concevoir, réaliser, quand même avec du talent. Ensuite, il y a Karate Tiger, qui est le premier film, et qui, en fait, on comprend ce qui va se passer plus tard. On voit tout de suite le charisme, mélangé à une ambiance un petit peu Karate Kid. J'aime bien ce film. Et puis, j'ai mis Welcome to the Jungle, qui est vraiment la comédie type Asylum, donc vraiment nul, avec des comédiens qui en font des caisses, et moi j'aime bien, puis c'est quand même bien mieux que la comédie Netflix qui était sortie après. J'ai pas fabriqué d'acteur, j'ai filmé une facette qu'on n'avait jamais eu l'idée de faire, dans une langue qui est la sienne, maternelle, donc dans laquelle il pouvait improviser, dans laquelle il pouvait être beaucoup plus lui-même. Et à un moment de sa carrière où, justement, c'était pas qu'il y avait un rejet, mais la fin du désamour avait laissé une espèce de truc un peu, on l'aime bien, mais passons à autre chose. Jean-Claude, c'est quelqu'un qui m'a appris, moi, une chose qui dit beaucoup sur le bonhomme. La confiance, elle ne se gagne pas, elle se perd. On arrive au top JCVD acteur. J'ai mis les films de ses débuts, Bloodsport, Full Contact. JCVD, peut-être le point culminant. Il joue lui-même, donc c'est pas évident. Ensuite, il y a Until Death. Je l'ai trouvé très bon dans Van Johnson en comédie. C'est peut-être le mieux qu'il ait fait en termes de comédie. Et puis Répliquant. Voilà, s'il fallait peut-être le film où il joue pas lui-même, où il joue un truc de composition un peu intéressant, Répliquant est vraiment sympa. Dans les films pénibles, il n'y a pas trop de suspense, vous l'avez entendu, j'ai mis Cyborg, j'ai mis UFO, Blackwater, Ultime Menace, qui est quand même un petit peu long, et puis Le Dernier Mercenaire, qui m'a pas fait rire, ou très peu, que j'ai trouvé bien raté. Je pense que je suis pas du tout le public de ce Dernier Mercenaire. Quel est le meilleur méchant dans les films de Van Damme ? Et bien sûr Tong Po. Je pense que ça va être Tong Po dos à dos avec Mickey Rourke dans Double Team, qui est fantastique. Mais il faut pas oublier Bolo Young aussi dans Bloodsport et Double Impact. Mais je mettrais Tong Po et Mickey Rourke en meilleur méchant. Quel était son meilleur sidekick ? Alors, est-ce que c'était Scott Adkins, qu'on a vu dans pas mal de films et qui est quelqu'un que j'ai appris à beaucoup apprécier ? Est-ce que c'était Chris Van Damme, son fils, qu'on voit dans 50 000 films ? Ou est-ce que ce serait pas Van Damme lui-même ? Et je pense que c'est la meilleure réponse. C'est que le meilleur sidekick de Van Damme dans cette saga, c'est Van Damme lui-même et tous les films où il joue son frère jumeau, son clone, c'est peut-être la meilleure réponse. Il dit à qui veut l'entendre qu'en fait, il va, ça c'est rien, il va laisser tomber cette salle de sport, il va partir aux États-Unis, faire des films, et il feuillette les magazines. Il sort un magazine où il y a un poster sur une double page de Gladys Portugaise, qui est un top modèle de l'époque, et il montre cette très belle femme et il dit j'épouserai cette fille-là. Il a la chance quelque part de tomber sur la Canon, parce qu'un studio normal, je pense pas qu'il lui aurait donné sa chance. La Canon, faut pas oublier, c'est aussi eux qui ont relancé Charles Bronson avec les suites d'Un justicier dans la ville, donc ils avaient vraiment peur de rien, quoi. Donc c'était le bordel, mais il a profité du bordel, Van Damme, en fait. Je vais me permettre une petite analyse de sa carrière par période. Les années 80, début des années 80, des débuts assez brillants, surtout martialement, et puis au niveau du charisme, où c'est l'époque où on cherche des héros d'action, donc forcément il y a des grandes boîtes de production de cinéma qui vont lui donner sa chance dans les années 90, où il va passer son temps à courir après les grands. C'est le Rise and Fall. Alors dans le Rise, où il va se monter vers une grande carrière, il va avoir, j'irai jusqu'à Time Cop, Universal Soldier, Mort Subite, où il va faire du Die Hard-like. Il va amener tous les Hongkongais, donc il va jouer avec John Woo. Il va apparaître dans Last Action Hero avec Schwarzenegger. Et puis milieu des années 90, ça commence à partir en vrille. À partir de Street Fighter, il y a The Quest qui est un gros échec au cinéma. Il y a aussi Double Team qui est un gros échec critique et commercial. Et puis il y a le combo de 99, je pense qu'il lui sera fatal, le deuxième Universal Soldier qui sera peut-être le clou dans le cercueil. Et puis Inferno qui sera même pas au cinéma. 2000 démarre pourtant plutôt bien, les années 2000, avec Répliquant, qui est vraiment un très bon film, mais qui est en direct ou vidéo, personne l'a vu. Et puis ensuite, une longue traversée du désert en vidéo, avec globalement des bons films. C'est bizarre, dans les années 2000, il y a aussi des tops. Il y a JCVD, il y a le troisième Universal Soldier de John Hyams.
Ce sont des super films. Et puis en 2010, c'est de pire en pire. Dans les années 2010, il y a quelques éclaircies. Donc le 4e Universal Soldier. Expandables 2, qui est un peu le chant du cygne. Puis après plus rien de bien. Et 2020, les années 2020, c'est le dernier mercenaire. Et puis des galères pour faire produire ou distribuer ses films. On va en reparler en fin d'épilogue. Mais il a dans ses cartons un paquet de trucs qui sortent pas et qui peuvent pas sortir. J'étais présent ce jour-là quand il a montré ses fesses. J'ai dit, ça c'est 100 000 ventes de cassettes en plus, rien que pour ça. Et j'avais raison. Qu'il montre ses fesses a beaucoup plu au public gay. Il avait beaucoup de fans gays. C'est vraiment Lionheart qui a fait de lui un acteur mondialement connu. Si je dois vous faire un guide de visionnage, si vous voulez faire un pèlerinage Jean-Claude Van Damme, le classique, vous regardez Bloodsport, Kickboxer, Full Contact, Chasse à l'homme, Time Cop, Mort subite et JCVD. Si vous voulez regarder, vous êtes plutôt des cinéphiles, et vous êtes moins bagarre, mais vous voulez regarder vraiment des choses qui peuvent être intéressantes au niveau cinématographie, je vous conseille quand même Bloodsport. Il y a des scènes très intéressantes, notamment dans celles qui sont filmées à Hong Kong, et puis c'est un archétype de film de ce genre, de cette époque, qui fera des petits. Je parle aussi de Chasse à l'homme, parce que si vous n'avez pas vu de film de John Woo, ça reste un bon exemplaire des films de John Woo période américaine. Peut-être ce qu'il a fait de mieux aux États-Unis, avec Volte-Face. Je vous conseille Time Cop, qui est aussi un film vraiment d'action assez classique, mais qui est un peu dans son jus également, qui est intéressant cinématographiquement. C'est du Peter Hyams en plus. Et puis Pillage à Hong Kong, et oui, j'en ai tellement dit du mal pendant l'épisode que je le mets là. C'est un ovni, ce film, qu'il faut voir pour pas mal de raisons. Et JCVD. Si vous voulez de la bagarre, par contre, alors voilà, Bloodsport, Kickboxer, Full Contact, Répliquant, qui a des super bagarres, Piège à Hong Kong, et les 2 Universal Soldier de John Hyams, donc Regeneration et Day of Reckoning. Si vous voulez de la romance, peut-être Cavale sans issue, il y a Rosanna Arquette, Van Damme qui marche bien, ou alors le Street Fighter, parce qu'il y a Kylie Minogue, peut-être ça compte un peu comme une romance, voilà. Passez votre chemin pour les projets romance. Apparemment, quand ils étaient jeunes, Jean-Claude avait fait la promesse à Michel qu'il partagerait toujours tout à 50-50. Le genre de promesse qu'on se fait facilement entre amis. Mais quand le succès est arrivé, il leur fallait partager beaucoup d'argent. Et donc non, ça ne s'est pas fait. Il a dit, t'es un lion, et moi je suis un lion. Il dit, on est 2 leaders, ça va pas, ça fonctionnera pas. Donc c'était vraiment très très dur pour moi, c'était une déprime totale, c'était horrible. Je vais faire un tout petit passage rapidement sur les caméos et les voix qu'il a pu faire. Parce qu'en fait, la carrière de Van Damme, elle a commencé surtout avec des caméos. Il y avait Femme entre chien et loup, premier caméo à Hollywood, et puis un film qui s'appelle Breaking, où il parle du breakdance, où il fait juste un danseur en t-shirt super échancré. Et puis surtout, vous avez sans doute vu cette scène dans Monaco Forever, où il joue un combattant homosexuel, donc il joue un karatéka qui joue une personne, un homosexuel un peu efféminé. Que c'est formidable. Tu as un corps bien musclé, un athlète quoi. Qui est pas si ridicule que ça, quand on le revoit, en tout cas, il envoie du karaté. Il a fait 150 000 caméos ensuite, dans les plus marquants, il y a celui de Last Action Hero, hein. Il y a et Stallone et lui dans Last Action Hero, puis après, dans Narco, dans le film français, Narco Haters, dans des comédies françaises, où il joue lui-même en général. J'ai vu le caméo qu'il fait dans le film ukrainien sur Napoléon avec Zelensky, c'est marrant, son passage est assez rigolo, le film est naze, hein. Il y a eu Beurre sur la ville, c'est vrai que j'ai oublié dans les comédies, c'est vrai qu'il a fait Narco, Haters et Beurre sur la ville, en petit caméo. Puis dans Friends, dans les passages dont on a souvent parlé, le Friends de 96, qui marque un peu aussi ce qu'il est à l'époque, je crois que c'est l'épisode celui qui retrouve son singe, où les actrices se sont plaintes, parce qu'en fait il était super arrogant, pas du tout préparé. Il a expliqué après qu'en fait c'était un moment de sa vie où il savait pas trop quoi faire, il connaissait rien du tout en fait de la série, ils lui ont dit d'aller sur le tournage, donc il a vu ces jolies filles et il s'est dit que il allait rendre le show un peu plus sexy, donc il l'a joué glamour en fait, et donc en gros voilà, c'était un peu bizarre, et puis les actrices se sont un peu plaintes. Je crois qu'il y a Jennifer Aniston
qui est allé voir le producteur en disant « ça serait bien que tu dises à cet acteur belge de ne pas mettre sa langue dans ma bouche quand il m'embrasse pendant le tournage ». Et puis Van Damme aujourd'hui il dit je joue comme un jambon, je joue très mal, c'est une catastrophe ce passage dans Friends. Donc effectivement, en fait ça marque un peu aussi dans quelle situation il est. Ça doit être un passage où il est complètement sous cocaïne et perdu entre les femmes et le succès. A lot of people are comparing you to Bruce Lee. How do you feel about that? I think Bruce Lee is Bruce Lee and Jean-Claude Van Damme is Jean-Claude Van Damme. Surdoué en karaté et full contact, doté d'une force mais aussi d'une souplesse inédite, Jean-Claude Van Damme deviendra pendant plus d'une décennie l'un des acteurs de films d'action les mieux cotés d'Hollywood, enchaînant les succès et usant même d'arguments très personnels pour attirer un nouveau public. C'est un bon produit belge qui se vend bien aux USA. Les fesses. Les fesses. Mais trop d'excès, trop de certitude et trop de drogue le feront chuter. C'est pas ma faute si j'étais câblé pour être une star. Dans les pays francophones, Jean-Claude deviendra même la risée des talk-shows pour sa façon de parler. You have to be aware. Avant qu'il ne se relève dans les années 2000, jouant de son personnage avec recul et parfois autodérision, dans la pub et en fiction. Mais sans jamais délaisser la notoriété que lui ont donné ses films d'action, désormais cultes pour plusieurs générations. Ici, Jean-Claude Van Damme. Pas mal de voix, Robot Chicken, Kung Fu Panda, et puis Les Mignons 2, où il joue Jean-Claude, un des méchants dans Rise of Gru, l'an dernier. Et puis il a joué dans pas mal de clips vidéo. Il y a celui qui me venait en tête tout de suite, c'est Bob Sinclair, Kiss My Eyes, où il danse en pétant tout le décor. Et puis il en a fait d'autres, du Megadeth, Body Count, Dimitri Vegas, pas mal de choses. De toute façon, j'ai l'impression qu'il vient aussi assez bénévolement aider sur des projets d'amis, tout en répondant favorablement à des projets artistiques qui lui plaisent bien, quoi. Je vais le retrouver aux États-Unis. Je reconnais immédiatement le Jean-Claude du California Gym. Il est toujours hyper actif. Je l'accompagne sur les tournages pendant la journée. Le soir, il mange rapidement, très sain. Il s'occupe un peu de ses enfants à la maison. Et puis, il part s'entraîner pendant 2 heures tous les soirs. Le lendemain matin, c'est le premier lever. Il a des coups de fil avec des producteurs qu'il cherche à démarcher. Je le suis dans 1 ou 2 hôtels. Quand je passe par sa chambre, il y a du linge qui sèche sur les abat-jours de sa chambre. Il n'arrête pas une seconde. Dans cette avant-dernière partie, je vais vous parler un peu de Jean-Claude Van Damme et de ce que j'en pense aujourd'hui. Pour moi, c'est une personnalité qui est assez simple et qui est construite autour d'un ego super travailleur. C'est un peu une histoire identique à la Schwarzy, parce qu'il vient d'Europe. Il est hanté par son corps, par le bodybuilding, il est rongé par l'ambition et le talent. C'est pas le même, chez Schwarzenegger, c'est un gars qui était prêt à tout écraser tout le monde pour réussir, et qui s'est trouvé avoir, je pense, une intelligence un peu adaptée à ce monde d'Hollywood. Schwarzenegger s'est pas fait manger, il s'est même marié à une Kennedy. Dans les carrières qu'il a eues, bodybuilding, cinéma et politique, il a toujours obtenu le Saint Graal et été au top, et il a jamais fait de faux pas, à part peut-être dans sa vie personnelle. Van Damme n'était peut-être pas armé comme Schwarzenegger. Il a fait de manière identique, il est arrivé à Hollywood. Il a eu ses premiers succès au culot et au travail et au talent. Il avait un talent d'acteur limité, mais pas beaucoup plus que Van Damme. Pour moi, on l'a vu aussi dans des comédies qu'il pouvait se démerder, et puis il avait un charisme énorme. Il lui a manqué, je pense, cette intelligence business, et puis le fait d'être suffisamment bien entouré pour pas exploser en plein vol, avec donc le succès, la drogue et les femmes. Et pour moi, c'est ça qui l'a tué dans les années 90. C'est une victime de son succès, qui s'est enfariné dans les années 90 avec la cocaïne. Il y a eu la période d'Arcy Lapierre en 92-97. Il a été éloigné de son fils Nicolas. Il a eu des mauvais choix, je pense au refus de contrat. Il y a eu 3 films qui ont été proposés en 98 qui refusent, 3 films parce que il voulait être mieux payé que Jim Carrey. Universal propose 8 millions de dollars par film. Jean-Claude fait monter les enchères. Universal revient avec 10 puis 12 millions de dollars par film. Universal a dit, voilà, ça c'est le maximum et nous n'irons pas au-delà. Si vous voulez plus, alors on retire notre offre. Et c'est ce qui s'est passé.
Et puis après 98, Hollywood lui ferme les portes définitivement avec Légionnaire qui passe en direct ou vidéo. Et la période karaté muscle à Hollywood était terminée de toute façon. Il n'a pas pu faire le virage comme l'ont fait ses deux copains Stallone et Schwarzenegger. Donc moi, dans ce que j'ai retenu de sa carrière, la passerelle avec le cinéma de Hong Kong, Bloodsport, c'est un film Hong Kong. Il ramène Ringo Lam, il ramène Soyark aux USA, Corey Yuen pour les cascades. Il tourne le premier film américain de John Woo. Ringo Lam, après période Hollywood, revient dans sa vie, il refait des films avec lui. Ah, ça se passe pas très bien pour les deux autres. John Woo, il fait ses films américains à part Volte-Face, ça n'a pas fortement fonctionné. Et puis Soyark, il va revenir à Hong Kong. Petit bilan sur sa famille. Alors, il est très 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 famille Van Damme. Il fait tourner ses enfants, Chris, dans quasiment tous ses films après les années 2000. Et puis depuis très jeune, dans Universal Soldier, The Quest. Il y a sa fille dans une poignée de films, et puis il est aidé dans UFO. Nicolas, il jouera que dans Kickboxer Héritage. Il sera énormément produit par Moshe Diamond. Il tourne 3 fois pour Ernie Barbarash, 3 fois pour John Hyams, 3 fois pour Peter Hyams, son père, 4 fois pour Sheldon Lettich, 2 fois pour Simon Fellows, 3 fois Ringo Lam, 2 fois pour Soyark. C'est quelqu'un de fidèle, je pense. Une fois que tu fais partie de la famille, à mon avis, tu l'appelles, il est là. Il participe même au film de son pote Peter Malhotra, Kill Em All, qui était quand même fauché. Et dans certains choix de films, on sent qu'il fait du bénévolat, il dépanne pour des projets qui lui semblent vraiment sympathiques. Donc We Die Young, Sinav. Et il n'hésite pas à emmener ses copains dans ses films. Je pense à Mohamed Kissi et pour Tongpo, où il a fait le forcing pour qu'il soit là. C'est un héritage, Van Damme, parce qu'il y a quelques sagas. Alors Universal Soldier et Kickboxer, qui ont survécu à lui, et qui vont continuer à tourner. Peut-être pas Universal Soldier, mais Kickboxer continue. Il y a une image, celle d'un athlète surdoué qui fait le grand écart. C'est aussi son image de guignol cocaïné à la télévision française. Non, parce que ça me fait mal au cœur de savoir que, tu sais, il attend. Alors, je suis aware. Je me suis réveillé. Et quand tu te réveilles, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce... Et tu peux réussir. Ça correspondait à une certaine époque, et puis tout le monde s'est foutu de lui. Il a pas dit que des conneries non plus à la télé, mais il y avait sa façon de parler, il y avait aussi ce style « je reviens des États-Unis, je suis américain », alors qu'en fait, je cherche mes mots, alors qu'en fait, 2 minutes après, caméra coupée, il parlait très très bien français, donc c'était vraiment un personnage qu'il se montait, et je pense quand même des petits problèmes personnels qui se voyait vraiment à l'écran. C'est quand même une filmographie parce qu'il a joué avec des grands réalisateurs quand même, John Woo, Steven de Souza, John Avildsen, celui de Rocky, Joe Echeras, le scénariste de Cavale sans issue. Et il n'y a aucun grand film en fait dans sa filmo. Il y en a aucun. Il y a pas. Schwarzenegger a fait Terminator, Stallone a fait Rocky, Rambo. Ce sont des grands films qui ont eu des Oscars ou pas loin. Et Van Damme en a aucun dans sa filmo, il a des grands réals, et ses plus grandes réussites, c'est des miracles en fait, c'est des miracles de films d'arts martiaux, c'est un drame pseudo-autobiographique, JCVD, il y a une dizaine de films très honorables, réalisés par des bons faiseurs, probablement le meilleur filon, c'est ça, et puis quelques possibilités de comédie, de l'autodérision, le film de Netflix qui a un peu tué ça, parce que pour moi c'est un peu la fin Netflix. En réalité, il a un peu du mal à décoller de son étiquette d'ancien second couteau des Action Heroes. Il a jamais pu se hisser à la hauteur de Stallone et Schwarzy dans sa filmo ou dans son statut d'acteur bankable et universellement populaire, même si la plupart de ses films étaient rentables. Certains de ses films ont moins de qualité que leur statut de culte le laisserait entendre. Je pense à Cyborg, Universal Soldier et Street Fighter. C'est des films très mauvais, alors qu'ils ont survécu à l'histoire. Sa carrière a raté quelques virages importants. Je vous ai parlé C'était 3 fois 8 millions avec Universal. Vin Diesel qui refuse de le voir dans Fast and Furious. Ça aurait peut-être changé des choses. Martialement, à 65 ans, ça commence à devenir compliqué. Il a sûrement assez de sous sous le pied pour un dernier baroud d'honneur, si on lui fait confiance au niveau comédie, au niveau acteur. Il a une filmo globalement bien moyenne, sans grande hauteur, mais bien bizarre et en fait follement attachante et intéressante. Et ça ouvre plein de portes. Enfin, moi, ça m'a ouvert plein de portes et j'ai vu plein de films après coup derrière sur des filmographies, des acteurs, des réalisateurs que je ne connaissais pas, que j'ai découvert grâce à cette filmographie. En tant que réalisateur, aucune foutue idée parce que The Quest c'est pas mal, mais a priori c'est largement shooté par Peter McDonald, le réalisateur de Légionnaire. Et son film suivant n'a jamais trouvé distributeur. Donc, qu'en penser, je ne sais pas. Je pense qu'il n'est pas fini, Van Damme, à condition qu'il y ait un vrai cinéaste qui lui donne sa chance avec un vrai rôle dramatique. Il faudrait vraiment, par contre, un réalisateur haut de gamme. Tarantino, pourquoi pas. Dans les news, vous l'avez pas raté, mais
Il y a Mortal Kombat 1, le jeu vidéo qui est sorti, avec un pack qui permet de jouer avec le skin, de vrai skin de Johnny Cage avec Jean-Claude Van Damme dans le rôle. C'est absolument top. Le jeu est vraiment pas mal, en plus c'est dans la série du Mortal Kombat 10 et 11, hein, c'est de très bon jeu de combat avec un scénario bien nanar, très cool. Il a aussi sorti un jeu mobile, Dawn of the Chihuahua. Il se met en scène en sauveur d'animaux, vous avez peut-être suivi qu'il bosse pour la SPCA de Montréal, et puis il a recueilli un chien à l'aéroport, et c'est devenu une de ses nouvelles lubies, de ses nouvelles luttes de se battre pour les animaux. Et enfin, on va conclure sur Van Damme, sur la suite. Il y a plein de films qui sont pas sortis et qui ont été produits. Darkness of Man, année de production 2023, c'est peut-être celui qui a le plus de chances de sortir. Il vient d'être vendu à Saban Film, avec Christopher Loken. Darkness of Man, qui a une photo qui a l'air sympathique, enfin qui a l'air super, super classique en fait. Il y a son film qu'il a réalisé, Frenchy, qui s'appelle également Eagle Pass parfois, ou Full Love, avec son fils Nicolas, réalisé par lui-même, avec tous ses enfants, je crois, dedans. Année de production 2008, remontée en 2010, remontée en 2014, remontée en 2020. Est-ce qu'on a une chance de voir sortir ce projet un jour ? Je pense que c'est peut-être le deuxième film qu'on a le plus de chances de voir sortir, mais c'est quand même mal barré. Personne n'en veut pour le moment. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu tourner Silent Kill d'Anthony Haycock, qui est probablement annulé, qui devait être produit cette année, donc ça c'est probablement annulé en faveur de Kill 'Em All 2. D'autres projets qui étaient annoncés, qui n'ont jamais été produits, Free Coyotes avec tous ses enfants, The Tower, double x2 action avec 3 fois Jean-Claude Van Damme dedans, What's My Name, qui était, j'en avais parlé, qui était censé être le baroud d'honneur, avec où il affrontait tous les anciens méchants de ses films, de Jérémy Zag, le réalisateur de Miraculous. C'est peut-être le 3e film le plus probable, mais c'est quand même pas gagné. Et on a un Kickboxer Armageddon qui est prévu en production 2024, où il va peut-être apparaître dedans. Dans les projets abandonnés, Lionheart, donc la suite de Full Contact, Van Damme, The Quest 2, qui a été teasé un moment sur Rodin Entertainment. Rodin Entertainment, c'est sa boîte de production, qui a produit Lucas et Wida Young. On avait aussi Opération Kickboxer, il y avait 2 films de Peter Malhotra qui étaient teasés, où il pourrait apparaître dedans. Voilà, donc moi je crains que nous ne voyions plus trop Van Damme au cinéma. Je pense que c'est fini au cinéma pour Van Damme. Et en direct ou vidéo sur les plateformes, peut-être un film, 2 films, mais je pense que la carrière de Van Damme est quand même bien terminée aujourd'hui. Moi je préférais qu'il se concentre peut-être sur un vrai bon projet, quelqu'un croit vraiment en lui, plutôt que de continuer à faire des... Voilà, je présume pas de Darkness of Man, mais je pense être quand même tellement méga classique. Enfin, à suivre. Quelle suite donner à Van Damme Express ? Eh bien, ce sera à vous de me le dire. Je vais probablement me relancer dans une saga complète d'un acteur ou d'un réalisateur. Est-ce que ça sera Stallone ? Est-ce que ça sera Schwarzenegger, Scott Adkins ? Est-ce que je vais me lancer dans du réalisateur, du Peter Hyams, James Cameron, Fincher ? Je vous laisse un sondage en lien de cet épisode. N'hésitez pas à vous exprimer, et puis je pense que je lancerai ça en 2024. Il me reste à vous dire au revoir, adieu ou à bientôt, ou au prochain épisode de Van Damme Express. S'il y a d'autres films qui sortent, vous pouvez compter sur moi, je ferai un nouveau numéro avec grand plaisir. Salut, ciao, bye bye. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Petit mot de la fin rapide pour vous parler des différents sons que vous avez pu entendre sur cet épilogue. Je ne pouvais pas appeler mon épisode final épilogue sans ajouter en nappe sonore au début et à la fin. Vous avez pu entendre l'instru du morceau épilogue d'Orelsan, un petit peu de musique normande, donc composé par DJ Scred. Il y avait également un morceau d'un sketch des Inconnus, Les Miséroïdes, Imparables,
Et il y avait également un certain nombre d'extraits, c'était principalement les extraits que vous avez pu entendre. Les voix de Claude Goetz, son prof de karaté jeune, Philippe Fanois, qui était champion d'Europe de karaté, qui était un de ses amis avec qui il s'entraînait, Mohamed Kissi, que je ne présente plus, Philippe Gratton, qui est auteur de biographie et photographe, ainsi que Sheldon Lettich, donc un des réalisateurs avec lequel il a le plus tourné. Toutes ces voix, vous les trouvez sur le documentaire Jean-Claude Van Damme coup sur coup, d'où ils sont extraits, et qui est un documentaire qui est sorti il y a 2 mois, pour Arte Cinéma. Vous pouvez le trouver en replay sur Arte TV, également sur Dailymotion. Voilà, moi je vous dis à tout bientôt, merci d'être resté jusque là, et à tout bientôt, c'est un spoiler.